Chapitre 2e, le déroulement de l'instance devant les différentes juridictions du premier degré. Nous allons ici commencer par étudier les différentes procédures, du moins celles que nous aurons le temps de traiter, en tant qu'elles sont détachées de toute complication. Il n'y a pas d'incident d'instance, on raisonne sur une procédure qui se déroule simplement. Encore faut-il distinguer, suivant les juridictions évidemment. On insistera davantage sur la procédure suivie dans le tribunal de grande instance que devant les autres juridictions, et celles-ci ne seront envisagées que très sommairement par comparaison. Section première, donc, la procédure suivie devant le tribunal de grande instance. Alors, plusieurs procédures à envisager successivement. La procédure contentieuse ordinaire, les procédures contentieuses spéciales, et spécialement à ce titre le référé et les procédures d'ordonnance sur requête, et quelques mots pour conclure sur la procédure gracieuse. Sous-section première, la procédure contentieuse ordinaire. On suppose ici un procès type, un procès contentieux, avec deux parties, un demandeur, un défendeur, qui sont également comparants, de sorte que le procès va se dérouler contradictoirement. Eh bien, il va pouvoir se dérouler suivant des règles que nous allons étudier. Et puis ceci fait, nous étudierons la procédure avec la complication qui résulte de la défaillance d'une partie, soit défaillance de comparution, soit défaillance dans l'accomplissement d'un acte de la procédure. Commençons, paragraphe 1er, par la procédure contradictoire. Alors, il suffit de suivre ici le déroulement chronologique de l'instance. La procédure va débuter par un acte introductif d'instance. Grand A, l'introduction de l'instance. Alors, je laisserai ici de côté les hypothèses marginales d'introduction de l'instance par voie de requête conjointe ou par voie de déclaration pour me concentrer sur le mode ordinaire d'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance qui est, on le sait, l'assignation. On suppose donc que l'instance est introduite par voie d'assignation et dans ce cas, au terme de l'article 757 alinéa 1er du Code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties par la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'assignation. C'est dire que notre instance va être introduite en réalité en deux temps. Le premier temps étant celui de l'assignation, le second temps celui de la remise, du placement de l'assignation au greffe. L'assignation est, on le sait, un acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. C'est ce que dit l'article 55 du Code de procédure civile. Au fond, par conséquent, l'assignation, c'est donc l'acte par lequel le demandeur invite son adversaire à se présenter devant le tribunal pour qu'il tranche le différend qui existe entre le demandeur et le défendeur. Or, devant le tribunal de grande instance, la procédure, on le sait, est avec représentation obligatoire. Le plaideur doit être représenté dans la procédure par un avocat. Par conséquent, comparaître devant le tribunal de grande instance, c'est constituer avocat. On comparaît en constituant son avocat. Et dès lors, l'assignation peut être comprise comme l'acte qui invite l'adversaire à constituer un avocat en vue du procès à mener. Cette assignation, naturellement, est adressée à l'adversaire, c'est-à-dire au défendeur, à l'instance, et non pas au tribunal. Dans le premier temps, elle est notifiée au défendeur. Et cette notification doit intervenir, on le sait, par un acte d'huissier de justice. Il s'agit d'une signification qui doit respecter les règles de la notification que nous avons dites lorsqu'elle a lieu par voie de signification. On doit rechercher d'abord personnellement l'adversaire par conséquent. Et comme tous les actes d'huissier de justice, l'assignation va devoir contenir à peine de nullité certaines mentions obligatoires et elle contiendra en outre certaines mentions propres. Concrètement, elle doit contenir les 4 mentions impératives que signale l'article 648 du Code de procédure civile. Et elle doit contenir 6 mentions complémentaires qui sont exigées par les articles 56 et 752 du Code de procédure civile. D'abord, la constitution de l'avocat du demandeur. Ensuite, l'indication de
de la juridiction devant laquelle la demande est portée. Également, troisième mention, l'objet de la demande. Et l'on sait que depuis un décret du 28 décembre 1998, eh bien, l'objet de la demande doit être aussi accompagné d'un exposé des moyens, non seulement en fait, mais aussi en droit, ce qui est un enrichissement par rapport aux exigences antérieures. Désormais, l'assignation doit expliquer, fonder juridiquement les prétentions du demandeur. On dit que l'assignation doit qualifier les faits, qu'elle doit être qualificative désormais, qu'elle doit fonder juridiquement ses prétentions. Et cela implique en pratique que l'assignation vise les textes dont on demande l'application au juge. Alors, cette exigence de qualification, qui a pu d'ailleurs dans un premier temps être contestée par la pratique, habituée à procéder autrement, plus souplement, aujourd'hui est assez plébiscitée, parce que c'est un grand confort en vérité que cette exigence de qualification, à la fois pour le juge, mais aussi pour l'adversaire et pour les plaideurs de manière générale, chacun doit préciser le fondement juridique de sa demande, ce qui simplifie évidemment l'échange des arguments. Il faut encore, quatrième mention, l'indication du délai de comparution. Il faut encore l'indication que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la partie adverse, ici le demandeur à l'instance. En matière mobilière, il faut encore des mentions relatives à la désignation de l'immeuble, les mentions qui sont exigées au fichier immobilier. Ces 6 mentions sont exigées à peine de nullité. Et d'autres mentions s'imposent aujourd'hui. D'abord, en vertu de l'article 56, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Simplement, cette mention n'est pas sanctionnée par la nullité puisque la nullité n'est pas prévue. Il faut désormais, depuis une réforme récente également, que l'assignation mentionne les tentatives qui ont pu être faites pour aboutir à un règlement amiable du litige. Faute de quoi, le juge pourrait inviter les parties à se concilier ou aller tenter une médiation. Ceci étant dit, cette assignation dans la pratique est toujours rédigée suivant une nomenclature qui est pratiquement invariable. D'abord, l'exposé des parties, l'indication de la juridiction, de leurs représentants également, la constitution des avocats, et puis derrière cela, on trouve le visa des textes qui sont applicables, les prétentions qui sont énumérées, et un dispositif avec ensuite le bordereau des pièces. Voilà pour la formalisation de l'assignation, pour la première exigence dans le déroulement de la procédure. On sait que la procédure ne sera véritablement introduite, du moins juridiquement à l'égard de la juridiction, que par une seconde formalité. Et cette seconde formalité, c'est la remise de l'assignation à la juridiction, la remise de l'assignation au greffe de la juridiction. Et en effet, à elle seule, l'assignation ne suffit pas à introduire l'instance, puisqu'à ce stade, seule est touchée la partie adverse. Le tribunal n'est pas encore au courant du procès qui se débute, qui se commence. Par conséquent, copie de l'assignation va devoir être remise au greffe du tribunal de grande instance devant lequel la demande est portée. C'est ce qu'on appelle le placement de l'assignation. Il s'agit de porter l'assignation à la connaissance de la juridiction, de saisir officiellement le tribunal des prétentions que le demandeur souhaite voir tranchées en justice. Et dans les faits, c'est l'avocat du demandeur qui effectue cette remise, ce placement de l'assignation. Du moins lorsque les choses se font physiquement, guère de doute. L'avocat du défendeur, toutefois, le pourrait aussi. Quoi qu'il en soit, dans les faits, lorsque l'on ne recourt pas à un procédé de communication électronique, dans la mesure où il serait organisé, ce qui est rare à ce stade, les choses se déroulent ainsi. L'avocat va remettre une copie au greffe en présentant
simultanément l'original. Et le greffe va alors viser l'original en apposant sa signature. C'est l'équivalent, au fond, d'une notification par acte du palais. Et cette remise, qui va constituer juridiquement le placement de l'assignation, eh bien, doit intervenir dans les 4 mois de l'assignation devant le tribunal de grande instance, faute de quoi cette assignation serait frappée de caducité. Autrement dit, elle serait considérée comme juridiquement non avenue. C'est ce que dit l'article 757, alinéa 4 du Code de procédure civile. Alors cette caducité pourrait être constatée d'office par ordonnance du président, ou bien, si on empruntait le circulon, par ordonnance du juge de la mise en état, saisi de l'affaire, ou bien elle pourrait être prononcée à la requête du défendeur. Cette caducité va obliger à procéder à une nouvelle assignation, si l'on veut effectivement que le procès puisse se suivre, à condition que la prescription n'est pas encore jouée ou que la forclusion n'est pas encore opérée. Le but de cette sanction, ça a été de lutter contre ce qu'on appelait anciennement les assignations conservatoires, des assignations qui avaient pour seule fin d'interrompre le délai sans esprit de suite, sans volonté arrêtée d'aller à la décision judiciaire. Précisément, quels sont les effets de l'assignation? Eh bien, sans revenir sur les effets généraux de la demande que l'on a étudiés précédemment, on peut signaler ici les effets particuliers de l'assignation. D'abord, une fois que l'assignation aura été placée, elle va permettre à la procédure de se poursuivre. Elle va conduire petit à petit vers le jugement. Ainsi, l'assignation, une fois qu'elle aura été placée, eh bien, va conduire le greffe à inscrire l'affaire sur le registre des affaires de la juridiction, ce qu'on appelle le rôle. Après le placement, la seconde formalité, qui est une formalité administrative, ce sera l'enrôlement de l'assignation. Ce répertoire, qui va être nourri par les enrôlements successifs d'assignation, eh bien, comporte certaines mentions qui vont permettre ainsi de retrouver l'affaire. Et dans ces mentions, qui sont envisagées à l'article 726 du Code de procédure civile, on trouve en particulier la date de la saisine, le numéro d'inscription de l'affaire au rôle du tribunal, le nom des parties, la nature de l'affaire encore, et plus tard la chambre vers laquelle l'affaire sera distribuée, et pour couronner le tout, la date de la décision qui mettra fin, on l'espère du moins, à l'instance. En même temps que le greffe va donc enrôler l'assignation, il va ouvrir un dossier pour l'affaire qui est ainsi à juger devant la juridiction. Et dans ce dossier, au fur et à mesure de l'avancée de la procédure, viendront se ranger toutes les pièces du dossier, et ce dossier comportera des indications aussi complètes que celles figurant sur le rôle qui permettront de retrouver les dossiers en question en fonction des modes de recherche. Quoi qu'il en soit, une fois que l'enrôlement aura été opéré, le greffe aura accompli son travail et ce sera au tour des magistrats d'intervenir. Ainsi, le président du tribunal va devoir, en conséquence du placement et de l'enrôlement de l'assignation, prendre les mesures nécessaires pour la fixation d'une audience pour la distribution de l'affaire à une chambre de la juridiction. Il va donc fixer une date et une heure au cours de laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Et il va distribuer l'affaire à une chambre qui sera chargée d'en connaître, du moins lorsque la juridiction comporte plusieurs chambres. Alors cette décision, il va la porter sur la copie de l'assignation qui lui aura été transmise par les services du greffe, et toutes ces formalités vont ensuite être portées à la connaissance des avocats qui auront constitué. On le fera au moyen de bulletins, ou bien par voie de communication électronique désormais. Et cela va permettre à chacun des avocats ainsi d'avoir directement connaissance de la date, de l'heure, du lieu de la première audience. Et ensuite, on n'aura plus besoin de ces bulletins. Les avocats, si la communication du moins n'a pas lieu électroniquement, seront convoqués verbalement d'audience en audience. Simplement, tout cela suppose bien évidemment que le défendeur est lui-même comparu.
Et c'est la deuxième phase qu'il nous faut maintenant envisager, après l'assignation qui est donc l'initiative du procès par le demandeur, eh bien, doivent intervenir en réponse, en principe du moins, la comparution du défendeur.